Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité, évidemment. Bonsoir mes tourtereaux. Bonsoir Elisabeth. L'actualité française, c'est l'examen au Sénat du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole dans un contexte chauffé à blanc, sans mauvais jeu de mots, climatiquement évidemment après la vague de chaleur caniculaire historique qu'on vient de vivre et politiquement aussi avec, entre autres, la réintroduction de l'acétamipride, tueur d'abeilles. Enjeu au Sénat donc, l'eau, ressource vitale, alors que le stress hydrique menace la France maintenant et à long terme. La ministre de l'Agriculture milite pour que les paysans, les agriculteurs, aient un droit prioritaire à l'eau. Les agriculteurs n'utilisent pas l'eau pour leur bon plaisir. Le stockage n'est pas la solution miracle partout. En revanche, avec 20% de pluie en plus l'hiver et 20% de pluie en moins l'été, il est urgent de faciliter les réserves, notamment de substitution. Faut-il prioriser l'accès à l'eau? Comment instaurer une culture des usages raisonnés de ce bien essentiel, ce bien commun? On en débattra et on vous retrouvera Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Et dans la famille Fujimori, Elisabeth, je demande la fille Keiko Fujimori, candidate d'extrême droite, a été élue présidente du Pérou et elle représente aussi cette communauté japonaise du Pérou dont je vous raconte l'histoire. S'il vous plaît. Et vous, Marie? Je vais vous parler d'un sport que vous connaissez tous très bien, le ballon panier. Autrement dit le basketball, oui. Que les linguistes de notre ministère de la Culture veulent tenter de franciser. Oh, chouette. Il y a du travail. Il y a un marre du globish. Ça va vous plaire. Merci Marie. Et à tout à l'heure. Et pour commencer, on reçoit un photographe qui a séjourné 5 fois en Corée du Nord, qui adore ce pays, en tout cas le pays le fascine, et qui lève le voile sur le pays sans doute le plus cadenassé et mystérieux de la planète. Stéphane Gladieux expose au musée des Confluences à Lyon ses extraordinaires portraits de Nord-Coréens ordinaires, si tant est qu'un Nord-Coréen ordinaire existe. Gladieux, les yeux grands ouverts dans un instant. Bonsoir Stéphane Gladieux. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Exposition phénoménale aux Confluences à Lyon, une expo qui va durer 1 an et demi, sur votre vision de la Corée du Nord. Ce pays vous fascine, vous dites, ce pays m'obsède. Ça fait 30 ans que ça dure? Disons que j'ai voulu y aller très tôt. Ouais. C'était à la fois, je pense, une obsession de vouloir franchir finalement des limites, des barrières qui se dressaient devant moi quelque part. Voilà. C'est ça. J'ai toujours été attiré effectivement par des sociétés fermées, secrètes, ou effectivement des dictatures très tôt en fait. Mon père m'a fait voyager très tôt en Bulgarie, en Roumanie, sous Ceausescu, très jeune, j'avais 12 ans, et c'est vrai que ça a à la fois un traumatisme et en même temps une ouverture phénoménale sur ce qu'était la liberté. Alors, on va parler d'un lieu qui n'est pas nécessairement synonyme de liberté, la Corée du Nord, après votre portrait réalisé par Gaël Legras. Stéphane Gladieux. Stéphane Gladieux, vous êtes photographe et votre série de portraits réalisés en Corée du Nord est exposée au musée des Confluences de Lyon jusqu'au 2 janvier 2028. À quoi ressemble le quotidien des 26 millions d'habitants qui vivent sous la dictature de Kim Jong-un? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Passionné par la photographie et le voyage, vous vous définissez comme un sot de frontière. Depuis mon plus jeune âge, j'aime passer par-dessus ces lignes imaginaires qui séparent les États. Après la destitution de Ceausescu en Roumanie en 89, vous couvrez le siège de Sarajevo en 92. Vous vous rendez également en Afghanistan où vous documentez la guerre civile. Vous y retournez en 98 lorsque les talibans y ont installé leur régime islamique. En 2002, avec le chercheur en sciences politiques Gilles Doron-Soro, vous publiez « Afghan, peuple déchiré ». Peu à peu, vous vous éloignez de l'actualité pour glisser vers l'intime en réalisant des portraits. Vous photographiez les Herero, peuple de Namibie victime d'un génocide allemand en 1904, ou encore des membres de la milice Mai Mai en République démocratique du Congo. En 2003, votre travail consacré aux Harkis, ces musulmans qui ont servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie avant d'être rapatriés en France dans des camps de transit indignes, est exposé aux Invalides. Ils sont des témoins un peu dérangeants pour les Français. Et puis ils sont surtout le reflet de la monstruosité de la France
qui, il y a quelques mois, après l'avènement de la Ve République, va abandonner des dizaines de milliers de personnes qui se sont battues pour elle. Aujourd'hui, après 5 voyages en Corée du Nord, vous présentez vos portraits à Lyon. Vous avez photographié des citoyens dans la rue, dans les champs, les écoles ou les parcs d'attractions. On voit pour moi ce qui incarne vraiment la rigidité et cette morgue nationaliste extrêmement forte, qui a certainement pour eux plus de valeur que le sourire. On s'attend à voir les gens sourire ou avenant. Photographier, précisez-vous, c'est donner un visage, une dignité, mettre en lumière au sens propre comme au sens figuré. Stéphane Gladieux, comment on fait pour photographier en se promenant à Pyongyang et dans les alentours, sous l'œil de Pyongyang précisément, quand vous êtes encadré? Il n'y a pas de bord cadre, sans mauvais jeu de Non, il n'y a pas de bord cadre. Déjà, vous ne vous promenez pas, en fait. C'est ça. Les mots là-dessus, ils sont importants. Ouais. Ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, on ne va nulle part en Corée du Nord. On est conduit quelque part. Donc, à aucun moment, vous pouvez prendre la décision de partir, de sortir de l'hôtel et d'aller marcher 5 minutes. Non. Donc, en fait, tout est prévu, planifié, des mois de discussion, de négociation avant chaque voyage, qui finalement ne servent pas tant que ça, peut-être à cadrer un petit peu, parce que les choses se jouent vraiment le premier soir quand vous arrivez. Et là, vous avez un programme. Et vous dites c'est une société très théâtralisée. Et d'ailleurs, quand on regarde vos photos, et vous dites, je sais que ces photos ont l'air par moments d'être fabriquées, qu'ils posent devant des fonds faux. Tellement tout est théâtralisé. Et puis vous êtes beaucoup inspiré des icônes religieuses aussi, pour composer vos portraits. Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que sur cette série qui fait partie, en fait, c'est une trilogie qui s'appelle l'idéal standard, donc sur la standardisation des idéaux de l'idéal collectif. Donc l'idéal collectif nord-coréen, avec l'image iconique au départ, c'est-à-dire une image qui est frontale, facile à lire, colorée, qu'on comprend facilement, très rapidement. Le message, il est simple, ça doit percuter, effectivement. Et je trouvais ça intéressant parce que ça a été utilisé pour véhiculer un message religieux, puis des messages politiques, de la propagande, le marketing par les Américains. Et je m'amuse à essayer de surjouer ça. De surjouer ça pour diffuser un message un peu humaniste, parce que finalement, ce sont les gens qui m'intéressent. Je les place toujours à la même distance, donc au même niveau, le même rapport finalement avec eux, la même lumière. Après, effectivement, vous êtes constamment épaulé, entouré. Donc, c'est de trouver l'espace. Épaulé, c'est un joli euphémisme. Oui, de chaque côté. Il y a une des photos, c'est celle qu'on va voir, d'un homme dans un supermarché avec des rayons garnis, très structurés, ces rayons, très organisés, esthétisants presque. Quelle est leur intention quand ils vous amènent dans ce supermarché ? Leur intention, c'est déjà vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est que les choses soient acceptables, qu'elles soient finies. Vous ne photographiez pas quelque chose qui n'est pas fini. Par exemple, j'ai jamais pu photographier, et j'ai demandé, un ouvrier devant un immeuble en construction. Mais là, c'est de montrer que les rayons sont pleins, par exemple ? Non, mais c'est un peu partout pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette notion, cette relation à la perfection. Oui. Tout est symétrique, tout est parfait, tout est ordonné. La perfection, l'ordre... même lui, finalement, qui fait ses courses, ils sont là, ils sont habillés, tous de façon assez identique. Donc il y a un contrôle. Mais Benjamin Sportouche a raison, c'est aussi une manière de dire, regardez, les rayons sont pleins. On a à manger. Les rayons sont pleins de choses sèches, effectivement. Je n'ai pas trouvé de produits frais. Je n'ai pas non plus choisi le supermarché, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs centres commerciaux, dont un que j'ai identifié au bout de 2 ans. Et on m'y a refusé l'accès. Donc voilà, parce que effectivement l'image ne correspondait certainement pas à l'image qu'ils ont envie qu'on ait d'eux ou à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que le paradoxe aussi, c'est que parfois, s'il m'est arrivé, par exemple, dans la campagne, de photographier des paysans devant des tracteurs, vieux tracteurs, dans un état absolument délirant, où effectivement vous pouvez pas imaginer que ça puisse être l'image qu'ils ont envie de donner. Donc en fait, il y a ce rapport-là aussi, c'est-à-dire que la façon dont ils se perçoivent et la façon dont ils pensent qu'on les perçoit est très... Il y a du jeu entre les deux. C'est d'ailleurs là-dessus, finalement, que j'ai pu trouver en fait un espace de liberté. On va évoquer avec vous, Stéphane Gladieux, et avec Anna, l'état de santé économique de la Corée du Nord, et apparemment, c'est pas si mauvais.
La réussite économique la plus surprenante au monde, s'étonne le Wall Street Journal. 3,7% de croissance en 2024, selon les dernières données disponibles et fiables qui viennent tout juste d'être communiquées par la Banque centrale de Corée du Sud. Alors, réussite surprenante car le pays est soumis aux sanctions de l'ONU et de l'Union européenne depuis plusieurs années, à cause notamment de ses programmes balistiques et nucléaires, et n'avait le droit de n'exporter jusque-là que des perruques. Sauf qu'entre-temps, le régime a appris à contourner ces sanctions, d'abord en développant une expertise en cyberattaque de crypto-monnaies, ce qui a permis de récolter plus d'1,5 milliard de dollars, selon un rapport de l'ONU. Et d'autre part, Pyongyang écoule son matériel militaire vers la Russie. En échange, elle reçoit du pétrole russe, indispensable pour soutenir le développement de secteurs clés comme le BTP ou l'automobile. Alors, est-ce que vous diriez que cette croissance, elle profite aux Nord-Coréens? Est-ce que vous, lors de vos différents voyages, vous avez vu leur niveau de vie évoluer? J'ai vu une petite évolution. Donc les voyages sont entre 2017 et 2020. Donc 2020, juste avant le Covid. Donc ensuite, comment on est rentré dans un autre monde. Hein. Mais 2020, il commençait à y avoir effectivement une évolution qui était à la fois une évolution visuelle perceptible, qui est peut-être le début de l'arrivée de la mode, parce que la mode n'existe pas en Corée du Nord, parce qu'en tant qu'individu, vous n'existez pas. Donc en fait, la mode étant ce qui vous permet aussi de vous distinguer, j'ai commencé à voir certaines femmes dans la rue. Et j'ai vu aussi l'arrivée de téléphones portables, donc circuit fermé, hein, et puis ça peut être écouté par tout le monde. Plus de voitures. Aujourd'hui, il y a même des embouteillages, tellement il y a de voitures. Alors qu'il n'y avait pas du tout de voitures les 2 premières années, mais il faut savoir une chose, c'est que l'embargo, certes, mais le pont qui relie la Corée du Nord et la Chine a été réouvert. Et que je pense que le contrôle entre la Chine et la Corée du Nord, il y en a aucun. D'ailleurs, on s'en rend compte aussi avec l'aide militaire qu'ils apportent aux Russes. Le contrôle, est-ce qu'ils vous ont censuré? Est-ce qu'il y a des photos que vous avez prises qu'ils vous ont interdit de publier? C'est-à-dire qu'ils les ont confisquées avant vos départs à l'aéroport? Aucune. Non. Non seulement, ils ne les ont pas confisquées, mais en plus ça, ils n'ont pas vu. Ils m'ont pas demandé finalement. Il n'y a pas eu de rendez-vous à un moment donné à la fin de chaque voyage en me disant montre-nous ce que tu as fait. Pourquoi? Il y a un rapport aussi, justement, à la fierté qui est très forte et au fait de ne pas perdre la face. On m'a autorisé à rentrer dans un hôpital, faire une photo, où j'ai demandé à faire des photos de telle personne. Ça m'a été accordé. J'ai fait la photo, j'ai été guidé. Venir me demander à voir cette photo pour savoir si, ça voudrait dire que quelque part, ils n'ont pas fait leur travail correctement. Puisque... donc non. Et ça, c'est effectivement de façon assez surprenante, non. Et du coup, Stéphane Gladieux, à ceux qui vous diraient, mais vous montrez des gens qui ont le corps rigide, mais qui sourient la plupart du temps, qui ont l'air bien soignés, bien nourris, heureux, qui se divertissent, qui se distraient, qui travaillent, qui récoltent dans les champs. Vous faites d'une certaine façon la propagande d'un régime dictatorial. Vous allez dire à ces gens-là, non, je suis un photographe humaniste et je regarde des gens vivre. Oui, c'est surtout que j'ai volontairement réutilisé et détourné finalement les codes de la propagande. Mais il faut bien concevoir une chose, c'est que prétendre aller en Corée du Nord, réaliser des photos en faisant fi du fait que vous le faites finalement avec les Nord-Coréens, c'est ce qu'ils vous donnent à voir. Voilà. Donc je suis bien conscient que j'ai photographié ce que l'on me donnait à voir et que j'ai essayé d'y mettre ma patte et à nous de décrypter le reste de liberté qui repose sur une chose, c'est qu'on n'a aucun référent commun. Donc finalement, la façon dont ils interprétaient ce que je voyais était très différente de ma propre interprétation. Il n'y a pas de prétention de ma part là-dedans, c'est-à-dire que l'inverse est également vrai. Moi, mon objectif, c'était de leur donner un visage. Objectif accompli, Stéphane Gladieux. Vos photos, absolument saisissantes, sont donc au musée des Confluences à Lyon jusqu'au 2 janvier 2028. La France entière aura le temps de rallier Lyon pour aller voir vos photos sur la Corée du Nord. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes. On passe à notre débat sur l'eau, ressource vitale et en tension du fait des aléas climatiques extrêmes comme les 2 dernières vagues de chaleur de mai et de juin et du réchauffement climatique. Le Sénat discute d'un projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole française. Le sujet est explosif, un droit prioritaire à l'eau pour les agriculteurs avec prélèvement autorisé par les préfets. Est-ce le début de l'accaparement pour quelques-uns au détriment de tous? Un débat après la mise au point. On en débat après la mise au point d'Amira Swilem.
En ces temps de canicule, les hommes comme les terres ont soif. Seulement voilà, les nappes phréatiques montrent quelques signes d'assèchement. Là, les quantités d'eau dans les sols, dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau sont en train de diminuer drastiquement. Les voyants sont pas du tout au vert. Ajoutez à cela la canicule et le manque de pluie, vous obtenez une situation que Météo France qualifie de stress hydrique dans certaines régions. Interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou de remplir sa piscine. En juin, ce sont 79 départements qui ont décidé de prendre des arrêtés de restriction d'eau. Ils étaient 45 à le faire l'an dernier à la même date. C'est le cas en Loire-Atlantique, par exemple. J'ai des tomates. Regardez la sécheresse que ça donne. Je pense aux paysans, aux maraîchers, à ceux qui en ont vraiment besoin. Face à ce manque d'eau, les pouvoirs publics cherchent des solutions, d'autant que le problème risque de s'aggraver à l'avenir. Alors que le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole est examiné au Sénat, un amendement souhaite instaurer, je cite, un droit prioritaire à l'eau pour les usages agricoles. Une mesure visant à doubler les capacités de stockage de l'eau à l'horizon 2035 a été adoptée hier soir aussi. Des propositions qui divisent. Je trouve que cela va beaucoup trop loin sur l'eau. Il y a de l'accaparement de l'eau qui ne pourra pas se faire au profit de certaines professions. Il faut impérativement qu'on puisse stocker de l'eau quand les sols en regorgent, quand l'eau s'en va à la mer sans être stockée. Il faut qu'on puisse la stocker pour pouvoir la mettre sur nos cultures, période où il y en aura un peu moins, c'est-à-dire en été. Alors, faut-il instaurer un droit prioritaire à l'eau? Et comment définir qui est prioritaire? La bataille de l'eau est-elle devenue une réalité? Nos trois invités pour ce débat, Éric Frétillère, bonsoir. Vous êtes agriculteur en Dordogne, je crois que vous faites du maïs. Tout à fait. Vous êtes également, alors vous êtes maire de Saint-Rémy-sur-Lidoire et vous êtes président d'Irrigants de France. Irrigants de France, c'est les agriculteurs qui font de l'irrigation. Voilà, tout à fait. Si je représente l'ensemble des irrigants. Absolument. Et vous considérez que notre alimentation, à nous, Français, dépend de l'accès à l'eau. Il faut mobiliser cette ressource pour produire en France et retrouver notre souveraineté agricole. Et vous ajoutez, si on ne fait rien, on devra importer de plus en plus. Et c'est aussi simple que ça. À côté de vous, Jérémy Godet, qui ne trouve peut-être pas ça aussi simple que ça, président de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Vous êtes également vice-président écologiste de la région Val-de-Loire. Selon vous, on n'a pas encore pris la mesure du fait que l'accès à l'eau se réduit, chacun défendant ses propres intérêts. Il faut réduire les consommations, y compris celles des agriculteurs, comme votre voisin. Vous en débattrez bien sûr. Et puis Marie Pétenati, bonsoir madame, hydrogéologue au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Vous estimez que l'eau est un bien commun, qu'il faut la partager et en discuter. La priorité, c'est l'accès à l'eau potable. Il y avait des solutions dans le plan présenté par le gouvernement, mais c'est un plan qui a été présenté en 2023. Et on démarre le débat avec la carte du jour pour mieux comprendre les enjeux. C'est celle de la situation des nappes phréatiques au 15 juin dernier, il y a donc 2 semaines. Dans son dernier bulletin, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, l'organisme national en la matière, fait état d'une dégradation du niveau des nappes phréatiques. Regardez, 86% des niveaux sont en baisse, 27% des nappes ont un niveau modérément bas, et 6% à un niveau très bas. Et le BRGM n'est pas optimiste puisqu'il prévoit une nouvelle tendance à la baisse dans les prochaines semaines avec les températures très chaudes qui s'annoncent. Marie Pétenati, vous êtes donc du BRGM. La situation est si catastrophique que cela alors qu'on nous disait que les nappes étaient pleines parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie. Alors, tout à fait, on a eu une recharge hivernale qui était globalement satisfaisante et donc qui ont permis d'avoir ces niveaux qui étaient pas trop inquiétants à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Maintenant, on est dans un régime qui est normal. À cette époque de l'année, les nappes, elles vont se vider, c'est normal, c'est tout à fait naturel. L'eau va retrouver son chemin vers les mers. Mais ce qu'il y a, c'est que les températures sont extrêmement élevées. On a eu très peu de pluviométrie cette dernière quinzaine de mai et cette première quinzaine de juin. Pas nécessairement suffisante aussi pour la végétation. Et donc, il y a des besoins en eau qui sont de plus en plus importants, croissants. Et donc, forcément, la demande en eau et le prélèvement dans les nappes va être plus important. Et c'est là que la situation est inquiétante. Devient aiguë. Vous le constatez, vous, qui faites du maïs? Oui, tout à fait. Tout est desséché, la terre est sèche. Pas que le maïs, mais l'ensemble des productions
De toute façon, quand il y a une plante, plus il fait chaud, plus elle évapotranspire et plus elle a besoin d'eau. Donc effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des cultures qui sont en place en France souffrent de façon absolument dramatique. Et donc, même l'irrigation, parfois, ne suffit pas à apporter et à compenser, même si elle apporte une baisse des températures. Donc vous arrosez de plus en plus. Vous êtes obligé d'irriguer de plus en plus. On est obligé d'irriguer, effectivement, de façon importante pour compenser et pour pouvoir produire. Alors justement, il y a eu quand même beaucoup de mesures de restriction d'usage aussi, Jérémy Godet, puisqu'on en fait le constat. 79 départements sont concernés. Est-ce que c'est le cas déjà dans le vôtre? Est-ce que dans la Vienne, c'est le cas? Alors oui, moi j'habite le bassin de la Creuse, qui est dans le grand bassin de la Vienne. Et effectivement, c'est déjà le cas. Il y a des restrictions qui sont drastiques. C'est une situation de crise. Donc ça va, c'est le plus important. Donc ça va depuis les restrictions sur l'usage de l'eau, pas d'arrosage, pas d'arrosage, mais aussi pas d'irrigation, en tout cas très très contrainte, de certaines cultures, etc. Pas d'irrigation dans certaines cultures ou limitées. Exactement. Après, si je peux rajouter quelque chose, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on réagit en gestion de crise. Et l'enjeu pour l'avenir, c'est d'être dans l'anticipation et d'être dans ce qu'on appelle une gestion structurelle. Marie Pettenati, il faut dire que 88% du territoire pourrait être en situation de stress hydrique l'été en 2050. 88%. Il faut se préparer en fait à vivre avec moins d'eau. C'est ça? Bien sûr qu'il faut se préparer à vivre avec moins d'eau. C'est d'ailleurs ce que prône aussi le gouvernement, avec la trajectoire de référence de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. On est aussi dans une préparation, dans un monde qui va être de plus en plus chaud, qui se réchauffe, et c'est à plus 4 degrés à l'horizon 2100, à plus 2,7 degrés à l'horizon 2050, auquel il faut se préparer et donc trouver des solutions d'adaptation pour la gestion de la ressource en eau. Alors il y a un débat au Sénat actuellement sur une loi, on en parlait. Parmi les points qui font débat, puis hier, donc, c'est le droit prioritaire à l'eau pour les usages agricoles qui est en jeu. Certains politiques mettent en garde sur une appropriation des ressources en eau au profit de l'agriculture. Écoutez ce sénateur de gauche du groupe Rassemblement démocratique et social européen. Chers collègues, l'eau est indispensable à l'agriculture. Personne ne le conteste, mais elle ne peut pas être juridiquement sanctuarisée au bénéfice d'un seul usage. La souveraineté agricole suppose de sécuriser l'accès à l'eau, mais elle ne peut pas conduire à rigidifier la gestion de la ressource au détriment des autres usages essentiels. Introduire une forme de priorité générale au profit de l'agriculture affaiblirait la capacité de l'État à arbitrer localement, notamment en situation de pénurie. Éric Frétrière, vous, au contraire, vous revendiquez ce droit prioritaire à l'eau en tant qu'agriculteur? Non, je n'ai pas revendiqué le droit prioritaire à l'eau. Je voulais juste revenir sur un petit constat. D'abord, la première chose, c'est que le monde agricole, je l'ai évoqué tout à l'heure, est en première ligne du changement climatique. On est la première victime, puisque ça a une répercussion, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux productions végétales, mais par rapport aux animaux et par rapport à l'ensemble de la production. Par contre, la pénurie d'eau, il faut préciser quand même que la pénurie d'eau, elle se trouve pendant la période estivale. Sur le volume d'eau de l'année, en France, on ne manque pas d'eau. Et je pense que c'est important de rappeler qu'avec 500 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent par an en France, avec une pluviométrie qui est entre 600 et 1200 millimètres de pluviométrie par an, on est le deuxième pays européen d'abondance en eau, à avoir de l'abondance en eau. Donc vous n'êtes pas favorable à cet amendement, si je comprends bien. Laissez-moi terminer. Donc, je considère qu'on a beaucoup d'eau. Par contre, avec le changement climatique, comme l'a évoqué notre collègue, l'augmentation des températures et le dérèglement climatique fait qu'il y aura moins d'eau en période estivale et on aura ce qu'on vit cette année, c'est-à-dire beaucoup d'eau en période hivernale, des inondations et des sécheresses pendant les périodes d'été. Donc effectivement, vous êtes pour le droit prioritaire pour des raisons pragmatiques. C'est pas le droit prioritaire, c'est de répondre aux besoins de la production des agriculteurs pour leur permettre de produire. Et vous l'avez dit en introduction, effectivement, si on ne répond pas à ça, on va aller continuellement dans le sens de ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir importer aujourd'hui plus de 60% de nos fruits et légumes qui sont produits dans des pays voisins qui ont beaucoup moins d'eau que nous. Ça veut dire qu'il y a une pas d'agriculture souveraine. Alors que nous, on a de l'eau, on ne l'utilise pas pour permettre de produire. Et des pays où il y a moins de normes. Si on ne mobilise pas la ressource, on va de plus en plus aller vers des importations. Jérémy Godet.
Alors moi, je suis d'accord qu'il faut préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France. Ça, c'est un constat. La question, c'est comment, en fait, on va stocker cette eau. Comment on concilie Comment on va stocker cette eau. Et on peut le stocker de différentes manières. La meilleure façon de stocker de l'eau, c'est de la mettre dans les nappes. Donc, c'est de faire de l'infiltration d'eau partout où c'est possible. Partout où c'est possible, ça veut dire que c'est pas possible partout, mais c'est possible très souvent. Et c'est ça qui doit être la priorité. Pas de ce qu'on voit dans les champs. Le stockage de l'eau en surface, ça peut être une solution, mais donc ça sera les méga-bassines, comme on dit. Les méga-bassines telles qu'elles existent en Deux-Sèvres sont particulièrement des hérésies, en fait. Mais en revanche, le stockage de l'eau en surface, qui peut être des retenues collinaires, etc., ça peut être une solution. Des retenues collinaires, ça peut être une solution, mais en dernier recours. Et moi, je regrette, en fait, que le débat public soit saturé aujourd'hui de la question des méga-bassines, parce qu'en fait, on n'envisage pas, on ne prend pas le temps d'aller explorer, y compris publiquement et dans le débat public, les autres hypothèses qui favorisent l'infiltration de l'eau, etc. Et puis après, il y a toute la question des modèles agricoles, des cultures, on va en parler etc. après. Vous allez réagir après, mais juste, comment on stocke? Quelles sont quelles hypothèses, quelles possibilités de Alors, avant de vous parler de stockage, je voudrais juste moduler vos propos sur l'abondance de l'eau et l'abondance de l'eau en hiver. Je vais faire un petit retour en arrière en 2022. On a une recharge hivernale catastrophique, ce qu'on a appelé une sécheresse hivernale, et on peut aussi aller vers des sécheresses hivernales de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses, au même titre que les sécheresses estivales. Et c'est bien ça le problème. Et vous l'avez dit, de toute façon, le cycle de l'eau, effectivement, c'est quelque chose de saisonnier. Et avec les outils qu'on a d'intelligence artificielle, de modélisation, d'expertise, de mesure, on va aller de plus en plus vers des modèles qui sont très fins pour comprendre comment on va réagir à ces sécheresses hivernales. Mais je tiens quand même à le préciser, l'abondance... Elles peuvent être hivernales aussi. 2022, très peu de recharge des nappes. Et voilà. Donc, sur le stockage, on a différentes façons de stocker. Vous l'avez dit, le stockage en nappe d'eau souterraine, qu'on appelle recharge maîtrisée d'aquifères, est une solution. C'est une solution qui est perméable. C'est-à-dire qu'on va ralentir le cycle de l'eau. Cette eau, on va pouvoir la puiser effectivement dans les cours d'eau en hiver, lorsque les débits sont assez élevés. On va aussi, jusqu'en Californie, prendre l'eau des stations d'épuration. On a Orange County, dans la banlieue de Los Angeles, qui recycle près de 95%, je dirais, de l'eau. D'où la question, Éric Fritter, est-ce que les méga-bassines, ce n'est pas la solution de facilité? Alors, le terme de méga-bassine est réservé à ceux qui y sont opposés. Ce n'est pas du tout un terme que j'utilise. Mais je crois que pour répondre aux enjeux dont on parle aujourd'hui, les enjeux d'adaptation au changement climatique, de préservation de notre souveraineté alimentaire, il n'y a pas une seule réponse et une unique réponse. Et en plus, la problématique de l'eau, elle a une particularité, et en tant que président national, je le constate au quotidien, c'est que c'est une problématique locale. On imagine très bien que la problématique de la Bretagne n'est pas la même que celle du Sud-Est, mais même à l'échelle d'un même département. Donc, en fait, il faut adapter les solutions. Elles ont été évoquées. Il y a les retenues collinaires, il y a la réutilisation des eaux usées traitées, il y a des projets de stockage. Il faut les adapter à chaque territoire. Il y a le rechargement des aquifères, il y a les transferts sur des grands cours d'eau. On a la chance d'avoir des grands cours d'eau en France, mais ce qui est essentiel, c'est de mobiliser la ressource pour permettre à notre agriculture de pouvoir produire et de limiter nos importations et de limiter le sens dans lequel nous sommes partis. Jérémy Godet, si on arrive finalement à stocker cette eau, si on est tous d'accord sur le fait de la stocker, faut-il la hiérarchiser? Qui en bénéficie en premier? Est-ce que ce sont les agriculteurs ou alors il faut imaginer un système de hiérarchisation en fonction des besoins des uns et des autres? Alors moi, je pense que la hiérarchisation, d'abord, ça existe en partie, puisqu'il y a déjà une hiérarchisation. L'eau potable est prioritaire par rapport aux autres usages, par exemple. Et en plus, je crois que c'est quand même une impasse, parce que ça ne pourra pas, avec la ressource disponible, être une politique constante du moi d'abord, permanent. La question qu'il faut qu'on recherche sans arrêt, c'est celle de l'équilibre et de comment on ne casse pas, on n'abîme pas le cycle de l'eau. C'est ça qui doit être nos deux boussoles, me semble-t-il. De ce point de vue-là, par exemple, sur mon territoire, vous avez un barrage hydroélectrique sur la Creuse, aujourd'hui,
Et quelques kilomètres plus loin, vous avez de l'eau potable qui est pompée directement dans la rivière, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise. Les activités touristiques peinent parce que le niveau du lac d'Aiguzon n'est pas suffisant. L'hydroélectricité, qui pourtant est exceptionnellement importante, a priori, surtout quand on doit faire rafraîchir, etc., les bâtiments, etc., c'est aussi un usage important. L'eau potable, si on n'a pas assez d'eau dans le lit de la rivière, moi, demain, comment on fait pour boire? Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois des intérêts qui sont divergents et c'est bien normal. Et j'ajoute une dernière chose, on parle des agriculteurs comme si c'était une masse informe, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de types d'agriculture et qu'aujourd'hui, celle qui de mon point de vue, s'accapare l'eau. Et c'est pas eux qui prélèvent le plus. Et alors, c'est pas eux. Ce n'est pas eux qui prélèvent le plus d'eau, semble-t-il. Marie Pétenati, on va regarder ce graphique. Dans les secteurs qui prélèvent le plus d'eau, l'agriculture arrive en 4e position. Donc, est-ce que c'est pas le coupable idéal là, l'agriculture Alors, la production d'énergie, notamment pour les centrales nucléaires. Alors, tout à fait. Alors, l'agriculture, pour refroidir les réacteurs, tout à fait, mais l'agriculture, effectivement, consomme l'eau actuellement. Vous l'avez dit tout à l'heure, la végétation a besoin beaucoup d'eau avec ses fortes températures. Et cette eau, elle va être évapotranspirée. Elle ne va pas retourner au cycle. Contrairement aux autres usages, les usages, l'eau domestique, l'alimentation, l'eau potable, l'industrie. C'est-à-dire qu'elle est perdue, en tout cas, elle est perdue pour le territoire. Rien ne se perd, tout se crée. Mais en tout cas, elle retourne à l'atmosphère sous forme de vapeur, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle non plus de prélèvement, aussi de consommation en eau. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que l'agriculture a une forte pression sur la ressource en eau, puisque, effectivement, cette eau ne retourne pas au milieu sous forme liquide. Et la notion de partage, donc, par rapport à ce bien commun, c'est quelque chose... qui vous semble naturel, bien sûr. Juste par rapport à la consommation agricole, je l'ai dit en amont, 500 milliards de mètres cubes de pluviométrie d'eau sur la France. En moyenne. 60% d'évapotranspiration, 211 milliards disponibles. L'agriculture, c'est 3 milliards, c'est 1,5%. C'est pas ça, c'est ça l'accaparement. J'ai pas la notion de. Vous comptez les prairies là-dedans? Les prairies, non, on parle de l'irrigation. Ah oui, donc l'irrigation. Voilà. Bah oui, mais dans les prairies permanentes, il y a quand même besoin aussi de pluie pour pouvoir qu'elles puissent... Oui, alors ça, c'est le grand cycle de l'eau, et donc qui revient au monde agricole. Et ce grand cycle de l'eau, il fait partie des 500 milliards, et justement, il est à prendre en considération, bien sûr. Ouais. Tout est une question de temporalité et de pluie efficace, de pluie qui reviennent au milieu, qui recrée les stocks naturels que sont les cours d'eau, le manteau neigeux, les eaux souterraines. Et effectivement, si on compte en milliards de mètres cubes tombés, on n'est pas tout à fait dans le compte. Il faut prendre en compte ce qu'on a de disponible en été. Et encore une fois, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faut le partager de façon raisonnée et trouver les bonnes solutions qui sont plus globales, qui sont mixtes, effectivement. Il n'y a pas une solution miracle pour pouvoir préserver les écosystèmes, parce que le premier besoin en eau, c'est quand même les écosystèmes qu'il faut protéger avant tout autre usage. Pour le long terme. Pour le long terme. Pour notre long terme. Le problème, c'est que les productions agricoles, elles se concentrent, elles ont des besoins en eau au printemps et à l'été, à la période où il n'y en a pas. Donc la mobilisation de la ressource, si on veut continuer à produire, est indispensable à ce moment-là. Alors, il y a peut-être une solution pour une meilleure gestion de l'eau. Certains en appellent aux biorégions. Vous allez découvrir ça. Oui, restructurer nos régions autour des fleuves, c'est l'idée proposée par Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à la présidentielle de 2027. Concrètement, l'idée serait de remplacer les 13 régions administratives de métropole qui ont été pensées pour le développement économique en 6 régions calquées sur les bassins versants de France, on le voit ici, c'est-à-dire organisées autour des fleuves et de leurs affluents. Si je prends un exemple concret, la pluie qui tombe dans le Jura va finir par rejoindre d'une manière ou d'une autre l'Ain, qui va elle-même se jeter dans le Rhône. Le bassin versant du Rhône, c'est donc tout le territoire géographique autour du fleuve, mais aussi de tous ses affluents, un territoire qui s'étend à peu près de Dijon jusqu'à Marseille sur une superficie de 90 000 km². Et l'intérêt de ces écorégions ou biorégions, c'est un concept qui est né au début des années 70 en Californie, donc bien avant que LFI ne s'en empare, c'est de prendre en compte les réalités géographiques, biologiques et écologiques de chaque territoire. Et c'est aussi intégrer l'idée que tout est lié. Par exemple, une sécheresse locale en Bourgogne, c'est un possible affluent à sec qui ne pourra plus
alimenter le Rhône, avec des répercussions, par exemple jusqu'en Provence, avec un manque d'eau potable dans certaines villes, vous l'avez dit tout à l'heure, ou de la production hydroélectrique plus faible. De même, un cours d'eau qui est pollué en Isère peut impacter toutes les populations en aval, parfois même jusqu'à la mer. Jérémy Godet, est-ce que le bassin versant, selon vous, c'est le bon échelon politique pour une gestion de l'eau cohérente? Moi, je trouve que cette proposition, elle est très inspirante. Elle projette quelque chose d'assez intéressant. J'ai du mal à voir comment elle atterrit concrètement comment elle se concrétise un an dans nos institutions. Ça peut avoir une cohérence sur plein d'aspects, parce qu'au-delà du fait que c'est les rivières, c'est aussi les sociétés qui sont organisées autour de la gestion de l'eau. Ça peut avoir une cohérence sur le développement économique, parce qu'on voit très bien que le développement économique et la ressource en eau, c'est très lié. En revanche, j'ai du mal à voir comment, par exemple, le réseau de transport et les régions, aujourd'hui, elles gèrent les transports, elles gèrent la mobilité. Comment tout ça peut prendre... Mais si on la prend d'un point de vue d'inspiration, je trouve que c'est plutôt intelligent. Alors oui, je réagis tout de suite parce qu'on est déjà dans une grande gestion par grand bassin versant, en fait. On est dans une gestion décentralisée de la ressource en eau, ça se divise en sous-bassins. Donc finalement, cette proposition, elle s'inscrit quand même dans ce qu'il existe quasiment déjà dans le cadre de la loi sur l'eau, en fait. Parfois, il peut y avoir des petites incohérences d'une région à l'autre. Le challenge, c'est d'harmoniser les documents de planification territoriale, tels que SCOT, Stradet, avec, et c'est déjà en cours dans certaines zones, voilà, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et Éric Fritière, par rapport au long terme, parce que le long terme, c'est quelque chose auquel tous les agriculteurs y pensent, soit pour la transmission de leurs exploitations, soit pour le bien de tous. Diversification des cultures, le maïs, ça consomme énormément d'eau. Est-ce que vous vous êtes dit, il faudrait qu'on fasse plutôt des légumineuses qui consomment moins d'eau? Est-ce que ça, c'est une réflexion globale ou qui peut se faire à l'échelle globale? Alors, c'est une réflexion globale, mais il y a plusieurs temps sur une exploitation agricole. Et une exploitation agricole, vous savez, il y a du social, il y a du sociétal, il y a une famille qui vit, il y a un historique. Derrière cet historique, cette famille, il y a une production. Derrière cette production, il y a une filière. Derrière la filière, c'est l'ensemble d'un territoire. Vous voulez dire que ça prend du temps de reconfigurer tout ça? Une exploitation agricole, c'est pas un petit dériveur où on met un coup de barre à droite pour aller à gauche parce qu'il y a beaucoup d'eau, ou on met un coup de barre à gauche pour aller à droite parce que en fait il y a de la sécheresse. C'est un énorme paquebot qu'il faut et qui a déjà pris aujourd'hui la direction. L'agriculture a énormément évolué sur les couverts végétaux. Et puis, je pense qu'on va énormément découvrir. Aujourd'hui, on apprend à mieux connaître les sols, à mieux connaître les végétaux, à mieux connaître les besoins en eau. Les agriculteurs, aujourd'hui, sont équipés d'outils d'aide à la décision qui leur permettent de mieux contrôler leur apport d'eau. Techniquement, le matériel est plus performant, ce qui permet à chacun d'économiser au maximum l'eau. Donc, le monde agricole est déjà dans cette trajectoire. Raisonnablement optimiste. Je suis optimiste. Sur l'avancée et l'évolution de l'agriculture, bien entendu. C'est le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les trois d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité avec Xavier Mauduit et Marie Bonisseau. Le Pérou a une nouvelle présidente, elle est d'origine japonaise, comme son père, l'ancien dictateur Fujimori. Et en France, haro sur le globish, le ministère de la Culture souhaite franciser le lexique du basketball. Ça devient la balle au panier, c'est plus marrant. Mais avant cela, vous dînerez moins bête grâce à Victor de Quiver. Ce soir, il se demande: faut-il se raser le front pour avoir la classe? Faut-il se raser le front pour avoir la classe? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Au Moyen-Âge, le front fenestrique, c'est le summum de l'élégance. Cette mode consiste à s'épiler le visage très haut, bien au-delà de l'implantation des cheveux. Le front doit être immense, reluisant, ouvert comme une fenêtre. Plus votre front est haut, plus vous êtes beau. Pourquoi? Parce que le front lisse et dégagé, c'est la marque de l'intelligence, de la raison. C'est ce qui sépare l'humain de l'animal. Les bêtes ont des poils épais, des sourcils broussailleux. L'homme civilisé, lui, se rase le front. C'est une question de dignité. Une fois qu'on a dit ça, encore faut-il savoir comment s'épiler les cheveux. À l'époque, on brûle ses poils avec des mixtures de chaux vive et d'or piment, un arsenic naturel. Exit le sourcil épais de l'Antiquité qui protégeait les yeux, les femmes s'épilent aussi ces poils-là. Pour empêcher la repousse, rien de plus simple. On applique du sang de chauve-souris, de l'urine d'âne, des fientes de chat séchées ou du suc de ciguë. Oui, la ciguë, c'est ce poison qui a tué Socrate. La beauté n'a pas de prix.
Alors le canon de l'époque a un visage. Agnès Sorel, favorite de Charles VII, elle a 20 ans de moins que le roi, elle est blonde, avec des sourcils minces comme des arcs, un nez et ce front magnifique, lisse et bombé. Le peintre Jean Fouquet l'immortalise vers 1452 dans son diptyque de Melun. Il la représente en Vierge Marie, un sein nu, allaitant l'enfant Jésus. Scandale à la cour, peindre la maîtresse du roi en mère de Dieu, Fouquet sait ce qu'il fait. Agnès Sorel incarne l'idéal de beauté de son temps, front immense, peau d'un blanc laiteux, cou interminable. Mais Agnès meurt à 28 ans en 1450, empoisonnée au mercure selon certains experts, autre substance toxique utilisée parfois pour la beauté. Il faut souffrir pour être beau, dit-on. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quiver, grand front. Enfin, c'est pas votre faute. Hein. Non, c'est les cheveux qui sont ouverts derrière. Bon, retour de Marie Bonisseau et de Xavier Mauduit pour leur chronique indispensable. Alors, on est au Pérou. Elle est une candidate d'extrême droite. Elle s'appelle Keiko Fujimori. Elle a été élue présidente de la République. C'est la fille du président Alberto Fujimori qui avait été condamné pour corruption, qui était vaguement dictatorial, enfin, crime contre l'humanité, etc. Et alors, pourquoi des gens d'origine japonaise deviennent-ils des dirigeants péruviens ? Et écoutez, Elisabeth, c'est le 3 avril 1899 que le Sakura Maru, un navire à vapeur qui est venu du port de Yokohama au Japon, arrive au port de Callao, c'est le port de Lima au Pérou, et à son bord 790 Japonais. Ce sont des hommes qui viennent travailler dans les plantations de canne à sucre, de coton. En fait, le navire fait juste une escale à Lima, il poursuit comme ça sa route le long de la côte et il dépose ça et là des travailleurs. Ce sont les premiers migrants japonais au Pérou parce que le Japon est fermé jusqu'en 1868 et après avec l'ère Meiji il s'ouvre, amitié avec le Pérou et donc l'idée que la population japonaise étant pauvre, c'est bien d'envoyer des gens à l'extérieur parce que comme ça ils vont s'enrichir et ils vont revenir. Quant au Pérou, eh bien l'esclavage est aboli en 1854 et donc les plantations manquent de main d'œuvre et se met en place ce système, on choisit le système qu'on appelle l'engagisme, c'est-à-dire on engage par contrat, un contrat sur plus ou moins long terme pour des gens qui sont plus ou moins volontaires et des conditions de travail plus ou moins faciles. Et ça devient une forte immigration. Oui, en fait, de 1899 à 1924, vous avez à peu près 20 000 Japonais qui arrivent. 1924 parce que c'est la fin du système des contrats. Mais l'immigration continue par la suite. Alors, elle change de nature, c'est une immigration liée à des réseaux familiaux. C'est d'ailleurs là qu'on voit arriver des femmes. Et à noter aussi que ce n'est pas simplement le Pérou qui est concerné, hein, c'est toute l'Amérique du Sud. Vous avez la même chose au Brésil, sauf que le Brésil, c'est un très grand pays, et donc ça se voit moins. Alors, les Péruviens, donc japonais, arrivent désormais affranchis des contrats à acheter des haciendas, ils sont propriétaires, ils se lancent dans le commerce du coton. Et ça fonctionne bien, d'ailleurs ça crée des tensions, il y a même des émeutes avec des morts. Il y a une loi en 1932 d'ailleurs qui dit 80% de la main-d'œuvre d'une entreprise doit être péruvienne. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive un couple, les Fujimori, qui donne naissance 4 ans plus tard, donc ils arrivent en 34 et c'est en 38 que naît le petit Alberto, qui dans les années 1990 devient le président du Pérou. Et puis ensuite il est condamné pour corruption, pour crime contre l'humanité. C'est pas rien quand même, hein, des massacres d'opposants, la stérilisation forcée de femmes autochtones. Et aujourd'hui, c'est donc sa fille qui revendique l'héritage. Et pourtant, elle a été élue. Elle a été élue, elle est devenue la présidente. Mais c'est cette histoire qui est fascinante, hein, une histoire commune en fait, entre le Pérou et le Japon, avec cette date du 3 avril qui aujourd'hui est la fête de l'amitié péruviano-japonaise, en écho à ce 3 avril 1899 et l'arrivée de ces pionniers du Japon. Une histoire à travers le Pacifique, mais on l'entend bien, pas si pacifique que ça. Certes, Xavier Mauduit. On se tourne vers Marie Bonisseau pour parler de basketball qui se met au français. Oui, c'est une chronique anti-globiche ce soir. Je crois savoir que c'est un de vos combats, Elisabeth. Même si celui-ci, je ne sais pas si on va le gagner parce qu'on s'attaque à un gros morceau. Le vocabulaire du basketball, sport américain et donc anglophone s'il en est, qui a été inventé à la toute fin du 19e siècle par un professeur de sport du Massachusetts, où les hivers sont rudes, et où il faut trouver de quoi occuper les élèves en intérieur, dans les gymnases, sans trop se blesser si possible. Alors, James Naismith invente
le basketball, avec le succès que l'on sait. Aujourd'hui, on y joue sur les 5 continents, mais ce basket, il est toujours largement dominé par les États-Unis. Qui a eu la médaille d'or au JO de Paris 2024 ? Et c'est les États-Unis. Où vont les meilleurs joueurs du monde pour leur carrière ? Regardez Wemby. En NBA. Voilà. Exactement. Et c'est dans ce contexte, les finales NBA qui étaient début juin, que notre valeureuse commission d'enrichissement de la langue française a fait publier 22 mots au journal officiel pour nous permettre de jouer au basket en de français. jouer à la balle au panier. Alors attendez, on va se pencher sur cette liste qui est passée un peu inaperçue. Ce sont nos confrères du journal L'Équipe qui l'ont repérée, avec donc des expressions très poétiques. Le panier à sirène qui va remplacer le buzzer beater. C'est ce point qui est marqué sur le fil pile au moment où retentit la sirène. Oui. Le All-Star Game aussi, qui est très suivi, qui oppose les meilleurs joueurs du pays, toute équipe confondue tous les ans. Ça devient le match des étoiles. Formidable. Le Money Time, donc les derniers instants de jeu, sont les minutes en or, évidemment. Le trash talk aussi, trash talking, cette pratique très répandue en NBA. Il y a toute une culture qui consiste à s'échanger des insultes fleuries pendant le match pour se détruire mentalement. Et bah, chez nous, ça devient de la provocation verbale. C'est un peu plat. Et alors enfin, plus étrange, le dunk que fait très bien Xavier. Je sais que vous en faites. Non, ok. Voilà, bah, c'est magnifique. C'est pas un dunk, maintenant c'est un smash. Je comprends pas trop parce que oui, non, c'est de l'anglais. Voilà. C'est un le raté smash de la commission. Voilà. Maintenant que ces linguistes ont travaillé, à voir si les kidams, si les joueurs, les joueuses, le public, les commentateurs télé reprennent ce nouveau vocabulaire proposé. C'est tout l'enjeu d'une langue vivante. Le corner du foot, par exemple. C'est jamais vraiment devenu, à moins que vous me disiez le contraire, le coup de coin qui avait été proposé par la commission il y a plusieurs années. Et moi, quand je joue au frisbee avec mes amis, j'oublie souvent de dire « Tiens, attrape ce disque volant ». Et pourtant, je le dis pas. Voilà. Poétique. D'ailleurs, cette commission n'est pas allée jusqu'au bout de ses ambitions, je trouve, parce que le basketball, il l'appelle toujours basketball. Voilà. Même chez les fous dingues de la francophonie que sont nos amis québécois, le ballon panier, qui était une expression qui a existé, n'a pas résisté. Le puissant office québécois de la langue française, j'ai vérifié, l'a relégué dans la case des termes old school, des termes désuets. Merci. Balle au panier. Mais à mon avis, ça va suivre son chemin. Ça va faire son chemin. Merci, à demain, 20h05. Tchuss.